D'une journaliste de mode britannique qui sortait sans le savoir avec un tueur en série, à une journaliste débutante hantée par les appels nocturnes d'un meurtrier, en passant par un expert français qui a falsifié des interviews avec des tueurs pendant des décennies. Voici les histoires de journalistes qui ne se sont pas contentés de couvrir des crimes, mais qui se sont retrouvés impliqués dans ceux-ci. Sandy Fox et Paul John Knowles. Notre première histoire nous ramène en novembre 1974, lorsque la journaliste britannique Sandy Fox a vécu ce qui allait devenir l'un des 3 jours les plus effrayants de sa vie. Fox, une rédactrice de mode de 45 ans devenue chroniqueuse pour le Daily Express, était en mission à Atlanta, où elle cherchait à interviewer des personnalités américaines de premier plan. Se sentant déplacée dans le sud des États-Unis, elle se rendit au bar de l'hôtel Holiday Inn à Atlanta, où elle rencontra un charmant rouquin qui se présenta sous le nom de Daryl Golden. Ce que Fox ne pouvait pas savoir, c'est que cet étranger magnétique était en réalité Paul John Knowles, un tueur en série surnommé le Casanova Killer, qui était en pleine série de crimes horribles qui allaient durer 5 mois et faire au moins 18 victimes. La veille de sa rencontre avec Fox, Knowles avait assassiné Carswell Hall Carr Sr. et sa fille de 15 ans, Amanda Beth Carr, à Milledgeville, en Géorgie. Fox trouva Knowles captivant, le décrivant comme un prince charmant, au physique émacié. Leur rencontre se transforma en une aventure de 3 jours, ponctuée d'une consommation excessive d'alcool et d'un road trip en Floride. Au cours de leur séjour ensemble, Fox remarqua que Knowles était incapable d'avoir des relations sexuelles et avait besoin de se masturber, un détail qui allait prendre une signification sinistre par la suite. La vérité éclata lorsque Fox, de retour à Londres, le 17 novembre 1974, vit le visage de Knowles à la télévision, recherché pour être un tueur en série. La police l'a contacté et lui a montré des objets provenant de la résidence Carr, notamment des vêtements qu'elle a reconnus et une montre Mickey Mouse que Knowles lui avait offerte et qui appartenait à l'une de ses victimes. Alors que Sandy Fox s'est retrouvée en danger à la suite d'une rencontre fortuite, notre prochaine journaliste a délibérément recherché son meurtrier, transformant sa curiosité professionnelle en une obsession dangereuse. Claudia Rowe et Kendall François. À la fin des années 1990, la journaliste Claudia Rowe s'est retrouvée impliquée dans l'une des affaires les plus troublantes de l'histoire criminelle de New York. Travaillant comme pigiste pour le New York Times à Poughkeepsie, Claudia Rowe a commencé à couvrir les disparitions de travailleuses du sexe local. Ce qui n'était au départ qu'une curiosité professionnelle s'est transformé en une obsession qui a duré 4 à 5 ans et qui a failli détruire sa vie personnelle. L'objet de sa fascination était Kendall François, un étudiant de 27 ans qui a assassiné 8 femmes entre 1996 et 1998. Cet homme de 1,93 m et pesant près de 180 kg était une anomalie parmi les tueurs en série, défiant les stéréotypes en tant que prédateur afro-américain, ciblant des travailleuses du sexe blanche. Il attirait ses victimes dans la maison familiale située au 99 Fulton Avenue, où il les étranglait et cachait leur corps en décomposition dans le grenier et le sous-sol pendant des années. En 1999, Rowe a pris contact avec François en lui écrivant en prison, dans l'espoir qu'il lui fournisse une carte de la cruauté pour expliquer ses actes. Ce qui avait commencé comme une enquête journalistique s'est transformé en une obsession personnelle intense, avec des lettres, des heures de conversation téléphonique et au moins 2 rencontres en face à la prison d'Attica. Il l'a surnommé Elf, en raison de sa petite taille, qui contrastait fortement avec son imposante présence physique. Rowe a décrit cette relation comme addictive, une danse de manipulation mutuelle, où François cherchait à contrôler tandis qu'elle cherchait à obtenir des informations psychologiques. Cette obsession a eu un coût personnel dévastateur. Son petit ami l'a quittée et elle a perdu sa maison et ses amis, consumée par cette affaire. Contrairement à l'obsession de Rowe pour un seul tueur qui a failli détruire sa vie, l'auteur Gillian Loren a abordé sa correspondance dangereuse avec un objectif clinique, cherchant à obtenir justice pour les victimes oubliées. Gillian Loren et Samuel Little. Au milieu des années 2010, l'auteur à succès et journaliste Gillian Loren s'est lancé dans ce qui allait devenir l'une des enquêtes les plus exigeantes psychologiquement de sa carrière. Loren, connu pour son mémoire « Some Girls, My Life in a Harem », s'est passionné pour Samuel Little après avoir interviewé la détective Mitzi Roberts du LAPD pour un roman policier sur lequel elle faisait des recherches. Samuel Little sera plus tard confirmé comme étant le tueur en série le plus prolifique des États-Unis, avouant avoir tué 93 femmes entre 1970 et 1997-2005, le FBI confirmant son implication dans au moins 60 meurtres. Ces victimes étaient souvent des femmes marginalisées, des travailleuses du sexe et des toxicomanes, qui étaient fréquemment ignorées par les forces de l'ordre. Le parcours de Loren avec Little a commencé lorsqu'elle lui a écrit une lettre, marquant le début d'une longue relation qui a donné lieu à des dizaines de lettres et à plus de 40 heures d'entretien en face-à-face dans une prison californienne à la fin des années 2010. Elle décrit s'être assise en face de lui dans une cellule de prison, pleinement consciente qu'il l'aurait tué s'il avait pu.
Lidl, qui avait clamé son innocence pendant des décennies, a commencé à s'ouvrir à Lorraine, avouant les meurtres de 93 femmes et fournissant souvent des détails troublants, notamment des dessins de ses victimes. Ces aveux ont aidé les forces de l'ordre à établir un lien entre ses confessions et des affaires classées sans suite à travers le pays. Lorraine a décrit le poids émotionnel de cette expérience. Je n'avais vraiment pas anticipé la profondeur émotionnelle dans laquelle cela me plongerait, aggravée par des défis externes tels que la pandémie de Covid-19. Son travail a donné lieu à la série documentaire Confronting a Serial Killer, diffusée en 2021 sur Starz, et à son livre Behold the Monster, publié en 2023. Alors que Lorraine menait des entretiens calmes et méthodiques en prison, l'animateur de télévision Geraldo Rivera a choisi une approche beaucoup plus conflictuelle qui s'est avérée explosive. Geraldo Rivera et Charles Manson. La rencontre en 1988 entre l'animateur de télévision Geraldo Rivera et le gourou Charles Manson reste l'une des interviews les plus explosives et théâtrales de l'histoire de la télévision. Réalisée à la prison d'État de San Quentin pour l'émission spéciale syndiquée de Rivera, Murder, Live from Death Row, l'interview fut un choc explosif entre le style provocateur de Rivera et le comportement erratique et provocateur de Manson. En 1988, Rivera était au sommet de sa popularité avec son talk-show syndiqué Geraldo, connu pour son approche sensationnaliste des sujets controversés. Manson, quant à lui, restait une obsession culturelle près de 2 décennies après avoir orchestré les meurtres de Tate LaBianca en 1969, qui avait un peu coûté la vie à cette personne. Rivera a abordé l'interview avec un machisme alpha, défiant directement Manson en le traitant de chien meurtrier et en l'accusant d'être maléfique. Manson a répondu avec une défiance théâtrale, affirmant être à la fois Dieu et le diable et un garçon-loup élevé en dehors des normes de la société. L'interview prit une tournure menaçante lorsque Manson menaça Rivera, déclarant qu'il pourrait avoir sa tête mise dans une boîte ou livrée à sa famille dans un panier. Rivera rétorqua que s'il lui arrivait quelque chose, les codétenus de Manson se vengeraient, faisant référence à un incident survenu en 1984 où Manson avait été brûlé vif par un autre prisonnier. Des années plus tard, Rivera n'a exprimé aucune sympathie pour Manson, le qualifiant de meurtrier de masse méprisable et déclarant à Fox News « Va en enfer, Manson ». L'interview télévisée prévue de Rivera s'est déroulée dans un environnement contrôlé, contrairement à la rencontre totalement fortuite de Steve Fishman sur une autoroute déserte. Steve Fishman et Robert Frederick Carr III. À l'automne 1975, Steve Fishman, stagiaire en journalisme âgé de 19 ans, a vécu une rencontre apparemment banale qui allait le hanter pendant des décennies. Alors qu'il faisait du stop entre Boston et son lieu de travail au Norwich Bulletin dans le Connecticut, Fishman a accepté de monter dans la voiture d'un homme qui s'est présenté sous le nom de Red. Le conducteur, qui se faisait appeler Red en raison de ses cheveux roux clairsemés, avait environ 10 ans de plus que Fishman, était dégarni et semblait aimable. Pendant le court trajet, Carr a mentionné qu'il venait de sortir de prison et a donné son numéro de téléphone à Fishman, se disant intéressé par une interview pour le journal. Fishman s'est souvenu plus tard que la serrure de la portière côté passager était bloquée, un détail qui a pris une signification sinistre avec le recul. Ce que Fishman ignorait, c'est que son sympathique chauffeur était Robert Frederick Carr III, un tueur en série qui s'en prenait aux jeunes autostoppeurs. Au moment où il a pris Fishman en stop, Carr avait déjà commis des crimes odieux, notamment l'enlèvement, le viol et l'étranglement, en 1972, de 2 garçons de 11 ans et de Tammy Ruth Huntley, 16 ans. 6 mois plus tard, au début de l'année 1976, Fishman a vu le visage de Carr dans un flash d'information, l'identifiant comme un tueur en série recherché qui avait avoué avoir kidnappé et violé plus d'une douzaine de personnes et en avoir assassiné 4. Jeune reporter ambitieux, Fishman a obtenu un entretien en face à face avec Carr en prison, où il lui a posé cette question obsédante. « Pourquoi ne m'avez-vous pas tué ?» La réponse glaçante de Carr fut sans détour. « Je vous trouvais trop grand ». Cette interview fut un scoop majeur pour le jeune journaliste, qui lui valut des récompenses et définit son approche du reportage immersif. Si l'expérience terrifiante de Fishman en autostop était authentique, notre prochain cas révèle comment un homme a bâti toute sa carrière sur des rencontres inventées avec des tueurs en série. Les rencontres inventées de Stéphane Bourgoin. Pendant des décennies, Stéphane Bourgoin s'est présenté comme le plus grand expert français en matière de tueurs en série, affirmant avoir interviewé 77 des meurtriers les plus notoires au monde. Né à Paris en 1953, Bourgoin a bâti sa réputation sur une histoire personnelle tragique. Sa petite amie, Eileen, aurait été brutalement assassinée à Los Angeles en 1976, ce qui aurait déclenché son obsession pour la compréhension des tueurs en série. Bourgoin affirmait avoir interviewé des personnalités telles que David Berkowitz, Son of Sam, John Wayne Gacy et Donald Harvey. Ses récits étaient vivants et souvent sordides. Il décrivait sa confrontation avec Berkowitz au sujet de son témoignage au procès, affirmait que Gacy lui avait touché les fesses lors de leur rencontre et prétendait que Harvey lui avait avoué 17 crimes supplémentaires. Pendant des décennies, Bourgoin a été la coqueluche des médias, publiant plus de 40 livres,
produisant des documentaires et apparaissant à la télévision pour partager ses prétendues connaissances. Il affirmait avoir été formé par le FBI et leur avoir fourni des heures d'enregistrement d'entretien, ce qui lui conférait une crédibilité officielle. Cependant, en 2020, le château de cartes s'est effondré lorsqu'un groupe d'amateurs anonymes de crimes réels se faisant appeler Quatrième Œil a commencé à enquêter sur ces récits. Leurs découvertes ont révélé que l'histoire d'origine de Bourgoin était une fiction. Eileen était inspirée de Suzanne Bicrest, une victime de meurtre que Bourgoin connaissait à peine. La vantardise de Bourgoin d'avoir interviewé 77 tueurs en série était largement exagérée, puisqu'il a admis par la suite n'en avoir rencontré qu'une trentaine. Son affirmation selon laquelle il aurait interviewé Charles Manson a été démentie, et bon nombre de ses anecdotes semblaient être plagiées du livre Mindhunter du profiler du FBI, John Douglas. Cette révélation a fait de Bourgoin un exemple édifiant des dangers d'une narration non vérifiée dans les médias consacrés aux crimes réels. À l'opposé du tissu de mensonges de Bourgoin, le travail d'investigation légitime de la correspondante de CBS Maureen Maher a réellement contribué à résoudre des affaires classées et à traduire un meurtrier en justice. Maureen Maher et Michael Gargiulo. La couverture médiatique du cas Michael Gargiulo par la correspondante de CBS News Maureen Maher pendant 10 ans démontre comment le journalisme d'investigation peut avoir un impact direct sur la justice pénale. Travaillant pour 48 heures, Maher a largement couvert le cas de Gargiulo, surnommé le Hollywood Ripper, qui a été condamné en 2019 pour le meurtre de 2 femmes et la tentative de meurtre d'une 3e. Le travail de Maureen Maher sur l'affaire Gargiulo a commencé en 2008, lorsque 48 heures a commencé à enquêter sur le meurtre de Tricia Pacaccio, une jeune femme de 18 ans originaire de l'Illinois, poignardée à mort en 1993. Au fil des ans, Maureen Maher a établi une relation de confiance avec la famille Pacaccio, qui pensait que Gargiulo, un ancien voisin, était responsable. Son reportage a abouti à plusieurs épisodes clés de 48 heures, dont une émission spéciale de 2 heures intitulée The Hollywood Ripper, diffusée le 30 mai 2020. L'épisode détaillait comment Gargiulo avait assassiné Ashley Ellerin, 2001, et Maria Bruno, 2005, et tenté d'assassiner Michelle Murphy, 2008, en Californie. Un moment décisif a été l'épisode de 48 heures, intitulé The Boy Next Door, le garçon d'à côté, diffusé en 2011, qui a incité un nouveau témoin à se présenter avec des informations qui ont conduit à l'inculpation de Gargiulo pour meurtre en 2011 dans l'Illinois. L'ancienne procureure du comté de Cook, Anita Alvarez, a qualifié cette évolution de cruciale pour faire avancer l'affaire. L'affaire a suscité un intérêt médiatique supplémentaire en raison du lien entre Gargiulo et Ashley Ellerin, qui devait avoir un rendez-vous avec l'acteur Ashton Kutcher le soir où elle avait été assassinée. Kutcher a témoigné en 2019, racontant comment il était arrivé chez Ellerin et avait vu par la fenêtre ce qu'il pensait être du vin renversé, identifié plus tard comme du sang. Alors que le reportage de Maher a permis de rendre justice après les faits, sa collègue de CBS, Erin Moriarty, s'est retrouvée activement prise pour cible par un tueur qui suivait son reportage en temps réel. Erin Moriarty et Rex Heuermann. Erin Moriarty, correspondante de l'émission 48 heures sur CBS, s'est retrouvée au cœur de l'une des affaires de tueurs en série les plus médiatisées de ces dernières années lorsqu'elle a couvert les meurtres de Gilgo Beach. Erin Moriarty couvre l'affaire du tueur en série de Long Island depuis 2011, date à laquelle la découverte de plusieurs restes humains le long de la côte sud de Long Island a attiré l'attention nationale. L'affaire a débuté avec la recherche de Shannan Gilbert, une prostituée de 24 ans disparue en mai 2010, qui a conduit à la découverte de 4 victimes connues sous le nom des Gilgofour. En 2024, Rex Heuermann, un architecte de Manhattan âgé de 59 ans, a été inculpé de 7 meurtres commis entre 1993 et 2011. Les reportages de Moriarty en 2023 à 2024 comprenaient des entretiens avec Muriel Enriquez, une collègue de Heuermann, qui a raconté un incident effrayant au cours duquel Heuermann l'avait retrouvé lors d'une croisière lui disant « Je t'avais dit que je te retrouverais n'importe où ». Son reportage a mis en évidence des avancées médico-légales, telles que l'ADN provenant d'une croûte de pizza jetée par Heuermann, qui correspondait à un cheveu trouvé sur la victime Megan Waterman. En juin 2024, les procureurs ont révélé l'existence d'un document de planification trouvé sur l'ordinateur portable de Heuermann, qui décrivait ses méthodes pour commettre des meurtres et comprenait des notes sur le suivi de la couverture médiatique, mentionnant spécifiquement 48 heures. En 2024, après l'arrestation de Heuermann, Moriarty a reçu des emails anonymes provenant d'un compte jetable l'avertissant de « cesser de fouiller » sous peine de subir des conséquences. Bien que la police n'ait pas pu établir de lien concluant entre ces emails et Heuermann, le timing était profondément troublant. CBS a mis en place des mesures de sécurité renforcées pour Moriarty et son équipe en réponse à ces menaces. Contrairement aux menaces numériques modernes auxquelles Moriarty est confronté, Nancy Glass a dû faire face aux dangers à l'ère pré-Internet, se retrouvant face à face avec l'un des tueurs les plus dépravés d'Amérique. Nancy Glass et Gary Heidnik. En 1988,
La journaliste de télévision Nancy Glass a mené ce qui allait devenir l'une des interviews les plus troublantes de l'histoire de la télévision policière. Connue pour son passé de procureur et son engagement en faveur des droits des victimes, Glass a interviewé Gary Heidnik peu après sa condamnation pour ce qui est devenu connu sous le nom des meurtres de la Maison des Horreurs. Gary Heidnik a été condamné pour avoir kidnappé 6 femmes afro-américaines entre novembre 1986 et mars 1987, les retenant captives dans une cave de sa maison de Philadelphie. Il les a torturées et violées dans le but déclaré de créer une race parfaite en les fécondant, assassinant 2 femmes, l'une par électrocution, l'autre démembrée. L'affaire Heidnik a captivé Philadelphie et attiré l'attention nationale en raison de sa dépravation et de son comportement calme et détaché pendant le procès. Ces crimes ont inspiré le personnage de Buffalo Bill dans Le Silence des agneaux, reflétant leur impact culturel. L'interview de Glass en 1988, réalisée pour une émission syndiquée sur les crimes réels, a eu lieu pendant une période d'intense couverture médiatique après le procès de Heidnik. Heidnik a toujours maintenu une attitude calme et sans remords, affirmant que les femmes se trouvaient déjà dans la maison lorsqu'il a emménagé et niant toute culpabilité. Son avocat, Chuck Peruto Jr., l'a décrit comme cliniquement fou, mais pas légalement fou, soulignant la conviction de Heidnik que ses actions étaient justifiées. Cette interview faisait partie des premiers travaux de Glass dans le domaine du journalisme criminel, qui inclura plus tard son célèbre documentaire sur Jeffrey Dahmer. Le reportage offrait aux téléspectateurs un aperçu rare de l'esprit d'un tueur, dont la chambre de torture installée dans son sous-sol avait choqué même les enquêteurs les plus aguerris. Glass et Barbara Walters ont toutes deux mené des interviews en prison avec des tueurs notoires, mais notre prochaine rencontre est devenue l'une des confrontations les plus mémorables de la télévision. Barbara Walters et Ted Bundy. En 1986, Barbara Walters, icône du journalisme télévisé, a mené l'une de ses interviews les plus mémorables et les plus effrayantes avec Ted Bundy, alors condamné à mort à la prison de Rayford, en Floride. Walters, connu pour ses interviews incisives avec des personnalités controversées, souhaitait explorer la psychologie de Bundy et les raisons qui l'avaient poussé à commettre ces crimes. Au moment de l'interview, Bundy avait été condamné pour plusieurs meurtres, dont ceux commis en 1978 dans la sororité Chi Omega et celui de Kimberly Leach, âgée de 12 ans. Son exécution était prévue pour 1989. Bundy était devenu un phénomène médiatique en raison de son charisme, de son intelligence et de sa capacité à manipuler, qui contrastait fortement avec ses crimes odieux. Au cours de l'interview, Walters aurait confronté Bundy à sa capacité à se présenter comme un homme éloquent et charmant, des traits de caractère qui lui ont permis d'échapper aux soupçons pendant des années. L'un des aspects les plus discutés a été la tentative de Bundy de rejeter la responsabilité de ses pulsions violentes sur la pornographie, un récit qu'il a également évoqué avec Walters. Cependant, des sources telles que The Stranger Beside Me, Dan Rule, suggèrent qu'il s'agissait probablement d'une tactique manipulatrice visant à détourner la responsabilité. L'interview est devenue un événement médiatique important, compte tenu de la notoriété de Walters et de l'infamie de Bundy. Elle a contribué à la fascination du public pour Bundy, soulignant sa capacité à paraître normal, tout en étant un tueur sans remords. Cette dualité a alimenté les discussions en cours sur la nature du mal et la psychologie des tueurs en série. L'interview de Walters avec Bundy est souvent citée, au même titre que ses conversations avec des personnalités telles que Fidel Castro et Monica Lewinsky, comme exemple de son talent et de sa capacité à aborder des sujets complexes et controversés. Cette interview reste un témoignage de la capacité de Walters à affronter des individus dangereux et manipulateurs dans sa quête de la vérité journalistique. Alors que Walters a rencontré son sujet en tant que tueur condamné, notre prochain cas concerne une relation beaucoup plus personnelle, travailler aux côtés du mal pendant des années sans en connaître la véritable nature. Ann Rule et Ted Bundy. Peut-être aucun journaliste n'a-t-il jamais été aussi proche d'un tueur en série qu'Ann Rule l'était de Ted Bundy. Rule, ancienne policière de Seattle, devenue écrivaine spécialisée dans les crimes réels, a rencontré Bundy en 1971, alors qu'ils étaient tous deux bénévoles dans un centre d'aide téléphonique d'urgence à Seattle. À l'époque, Rule était une écrivaine indépendante en difficulté, âgée d'une quarantaine d'années, tandis que Bundy était un étudiant en psychologie de 24 ans à l'Université de Washington. Ils ont développé une véritable amitié, partageant des cafés et des conversations pendant leur garde de nuit, Bundy lui confiant des détails personnels sur sa naissance illégitime. Rule trouvait Bundy sympathique et digne de confiance, notant qu'il était efficace pour conseiller les appelants et sauver des vies. Dans un détail qui semblera plus tard prophétique, Rule a remarqué que son chien grognait après Bundy, un signe d'avertissement subtil auquel elle repensera des années plus tard. Au début de l'année 1974, alors que des jeunes femmes commençaient à disparaître à un rythme alarmant dans la région de Seattle, Rule fut chargé par un éditeur d'écrire un livre sur ces meurtres non élucidés. Lorsque des témoins rapportèrent qu'un homme nommé Ted abordait des femmes au parc d'État de Lake Sammamish et que les descriptions correspondaient à son ancien collègue, Rule commença à soupçonner Bundy.
En 1974, elle contacta anonymement les inspecteurs de la brigade criminelle de Seattle au sujet de Bundy, mais submergées par les pistes, les autorités ne donnèrent pas la priorité à son information. Même après l'arrestation de Bundy en 1975 dans l'Utah, Rule resta en contact avec lui envoyant de l'argent de manière controversée pendant qu'il était en prison. Elle le rencontra pour déjeuner en 1975, puis à nouveau au début de l'année 1976, au cours de laquelle elle admit qu'elle ne pouvait pas croire entièrement à son innocence. Les doutes de Rule se sont confirmés après la série de crimes commis par Bundy en Floride en 1978. Et elle a pleinement accepté sa culpabilité au moment de la publication de The Stranger Beside Me en 1980. La connaissance intime que Rule avait de Bundy contraste fortement avec notre prochain cas, où les journalistes ont dû faire face à l'incertitude de traquer un prédateur inconnu et toujours en activité. Les journalistes de télévision locaux et le tueur en série de Long Island. Les meurtres en série de Gilgo Beach ont présenté des défis et des dangers uniques pour les journalistes de télévision locaux qui couvraient l'affaire en temps réel. L'affaire a débuté par des recherches en décembre 2010, qui ont conduit à la découverte d'au moins 10 corps de victimes le long de la côte sud de Long Island entre décembre 2010 et avril 2011. News 12, Long Island, en tant que principale chaîne d'information locale, a assuré une couverture complète sur le terrain, les journalistes diffusant souvent en direct depuis Ocean Parkway, où les corps ont été retrouvés. Leur couverture comprenait des interviews avec des résidents locaux, les forces de l'ordre et les familles des victimes, offrant ainsi le point de vue de la communauté sur la peur croissante d'un tueur en série actif. Les risques encourus par ces journalistes étaient particulièrement élevés en 2010 à 2011, lorsque le tueur était probablement encore en activité. Les journalistes travaillant près de Gilgo Beach, en particulier lors d'émissions en direct ou de tournage tard dans la nuit, se trouvaient dans des zones isolées où les restes des victimes avaient été retrouvés. Cela a suscité de sérieuses inquiétudes quant à leur sécurité, car le tueur aurait pu surveiller l'enquête ou l'activité des médias. L'absence de suspect, jusqu'à l'arrestation de Rex Heuermann en juillet 2023, signifiait que les journalistes travaillaient sans profil clair du tueur, ce qui augmentait l'incertitude et le risque de leurs enquêtes. Le lien entre l'affaire et les travailleurs du sexe signifiait que les journalistes pouvaient être amenés à suivre des pistes dans des zones à haut risque, ce qui les exposait potentiellement à des individus dangereux. Les journalistes de la télévision locale ont dû faire face à des difficultés supplémentaires liées au secret et au dysfonctionnement de la police, le département de police du comté de Suffolk étant critiqué pour avoir dissimulé des informations. Malgré ces obstacles, leur couverture médiatique a permis de maintenir l'affaire sous les feux de l'actualité pendant les périodes de stagnation de l'enquête, garantissant que les histoires des victimes ne tombent pas dans l'oubli et contribuant à la pression publique qui a finalement conduit à la création du groupe de travail sur les homicides de Gilgo Beach en 2022. Contrairement à ces journalistes qui ont été confrontés à des menaces générales de la part d'un tueur inconnu, notre prochain cas concerne une journaliste qui a reçu des appels téléphoniques directs du meurtrier le plus recherché de son pays. Tamsen DeBeer et Moses Seattle. En 1995, la journaliste débutante Tamsen DeBeer a reçu un appel téléphonique qui l'a propulsée au centre de l'une des affaires de tueurs en série les plus notoires d'Afrique du Sud. Travaillant de nuit au journal The Star à Johannesburg, Tamsen DeBeer a répondu à un appel d'un homme se présentant comme Joseph Magwena le 3 octobre 1995. L'appelant a avoué être Moses Seattle, le tueur ABC responsable du meurtre d'au moins 38 femmes entre juillet 1994 et novembre 1995. Seattle dirigeait une fausse organisation caritative appelée Youth Against Human Abuse, Jeunesse contre les abus humains, pour attirer ses victimes, principalement des jeunes femmes noires âgées de 19 à 45 ans, avec de fausses offres d'emploi avant de les violer et de les étrangler. S'exprimant calmement dans un anglais approximatif, Seattle a revendiqué la responsabilité de 76 meurtres, soit près du double du nombre confirmé, affirmant qu'il s'agissait d'actes de vengeance pour sa condamnation pour viol en 1989. Pour prouver son identité, il a fourni des indications sur l'emplacement du corps d'une victime non découverte, que DeBeer a transmise aux autorités, ce qui a permis de le retrouver. Au fil de multiples conversations, une relation troublante s'est développée entre DeBeer et Seattle, comme elle l'a décrit plus tard dans le documentaire Showmax de 2025, intitulé The ABC Killer. C'était comme un voyage que je faisais avec lui. Nous étions liés d'une manière étrange et malsaine. Son rédacteur en chef de nuit s'est inquiété du fait que DeBeer elle-même puisse devenir une cible, compte tenu de la nature manipulatrice de Seattle. Les interactions de DeBeer ont joué un rôle déterminant dans la capture de Seattle le 18 octobre 1995, lorsque la police a localisé l'emplacement de sa cabine téléphonique. Lors de son procès en 1996, le témoignage de DeBeer sur leur conversation et la découverte du corps de la victime a constitué une preuve décisive qui a conduit à sa condamnation et à une peine de 2410 ans de prison.
Alors que De Beers s'est engagé dans des conversations intimes, en tête-à-tête avec un tueur, notre prochain cas montre comment les chaînes de télévision ont dû faire face à la couverture d'une affaire de tueur en série qui a captivé l'attention de toute une nation. La télévision australienne et Ivan Milah. L'affaire Ivan Milah a dominé la couverture télévisuelle australienne tout au long des années 1990, les grandes chaînes telles que Channel 7 et Channel 9 proposant des reportages intenses, souvent sensationnels, sur le tueur de routards. Milah était responsable des meurtres brutaux de 7 jeunes voyageurs, 3 Allemands, 2 Britanniques et 2 Australiens, entre 1989 et 1993, dans la forêt domaniale de Belanglo. L'affaire a commencé à attirer l'attention des médias avec la découverte des randonneuses britanniques Caroline Clark et Joanne Walters en septembre 1992, suivies d'autres en 1993. Les victimes, âgées de 19 à 22 ans, étaient des autostoppeuses qui ont subi des violences horribles, notamment des coups de feu, des coups de couteau et des agressions sexuelles, avant d'être enterrées dans des fosses peu profondes. Seven News sur Channel 7 a diffusé régulièrement des reportages présentant des interviews émouvantes des familles et des victimes, comme Patricia Everest, qui a parlé de sa fille Deborah. Qui sait ce que Deborah aurait pu faire de sa vie? C'était une enfant intelligente. Channel 7 et Channel 9 ont tous deux envoyé des reporters dans la forêt domaniale de Belanglo pour réaliser des reportages dramatiques sur les lieux du crime, renforçant ainsi le sentiment d'horreur. L'émission A Current Affair sur Channel 9 a diffusé des reportages présentant les dernières informations de la police, les témoignages des survivants et les réactions des familles. La couverture médiatique a mis l'accent sur la dimension internationale, soulignant les origines des victimes et l'attention des médias mondiaux, tout en rendant compte de la Task Force Air et de la récompense de 500 000 $ offerte pour la capture de Milah. Cette affaire a brisé l'image de l'Australie comme destination sûre pour les routards et a transformé la forêt domaniale de Belanglo en synonyme d'horreur, la couverture télévisée intense contribuant à un sentiment d'inquiétude nationale. La couverture australienne s'est concentrée sur les crimes résolus, mais notre prochain cas montre comment le défi direct lancé par un tueur à la presse écrite a eu des répercussions sur les journalistes de télévision couvrant l'affaire. Maury Travis et le St. Louis Post-Dispatch. L'affaire Maury Travis montre comment l'interaction d'un tueur en série avec la presse écrite peut avoir des conséquences dangereuses pour les journalistes de télévision qui couvrent l'affaire. Surnommé l'étrangleur de Saint-Louis, Travis a assassiné au moins 12 femmes entre 2000 et 2002, ciblant principalement des travailleuses du sexe aux prises avec une toxicomanie. Le tournant décisif s'est produit lorsque Travis a répondu à l'article du journaliste Bill Smith, publié le 19 mai 2002 dans le St. Louis Post-Dispatch, qui dressait le portrait de la victime Teresa Wilson. L'article humanisait Wilson, détaillant ses luttes contre la toxicomanie et son amour pour sa fille, ce qui aurait irrité Travis. Le 21 mai 2002, Smith a reçu une lettre anonyme se moquant de son « histoire larmoyante » sur Wilson et accompagnée d'une carte générée par ordinateur provenant du site Expedia.com, sur laquelle un X indiquait l'emplacement d'une autre victime. La lettre déclarait de manière effrayante « Pour prouver que je suis réel, voici les indications pour se rendre au numéro 17 », laissant entendre que Travis avait tué au moins 17 femmes. Les analystes du FBI ont retracé la carte jusqu'à l'adresse IP unique de Travis, car il était le seul utilisateur à avoir récemment téléchargé cette carte spécifique sur Expedia.com. Cette empreinte numérique a conduit à son arrestation le 7 juin 2002, où les enquêteurs ont trouvé des cassettes vidéo montrant Travis en train de torturer et d'assassiner ses victimes. L'affaire a fait l'objet d'une importante couverture télévisée locale, les chaînes de Saint-Louis fournissant des mises à jour régulières et faisant souvent référence au rôle central joué par le Post-Dispatch. Le défi direct lancé par Travis aux médias dans sa lettre a placé les journalistes couvrant l'affaire dans une position précaire, car il suggérait qu'ils surveillaient la couverture médiatique et pourraient potentiellement s'en prendre à ceux qui le provoquaient. Travis se moquait des journalistes dans l'ombre, mais notre prochain cas montre l'étape ultime. Un tueur devenant lui-même journaliste pour rendre compte de ses propres crimes. Jack Unterweger, le journaliste tueur. Jack Unterweger représente peut-être le croisement le plus tordu entre le journalisme et les meurtres en série dans l'histoire criminelle. Né en Autriche en 1950, Unterweger a d'abord été condamné pour meurtre en 1976 pour avoir étranglé Margaret Schaeffer, 18 ans, avec son propre soutien-gorge. Pendant son séjour en prison, il a trouvé son ticket pour la liberté grâce à l'écriture, en produisant des poèmes, des nouvelles et une autobiographie qui est devenue un best-seller. Des intellectuels autrichiens, dont la lauréate du prix Nobel Elfriede Jelinek, ont défendu sa cause, considérant son œuvre littéraire comme une preuve de sa réinsertion. En mai 1990, après avoir purgé seulement 15 ans de prison, Unterweger a été libéré sur parole et est devenu une célébrité mineure. À sa libération, Unterweger a trouvé un emploi de journaliste et d'animateur de télévision à la chaîne publique autrichienne ORF, où il animait des émissions sur la réinsertion des criminels et rendait compte d'affaires criminelles. Le plus macabre dans tout cela, c'est qu'il rendait compte des meurtres qu'il avait commis,
dont au moins 7 femmes en Autriche, une en Tchécoslovaquie et 3 à Los Angeles lors d'une mission en 1991. Son mode opératoire est resté le même que lors de son premier meurtre. Il étranglait ses victimes avec leurs propres sous-vêtements, ciblant en particulier les travailleuses du sexe. Ce qui rendait ses crimes particulièrement insidieux, c'était la façon dont il utilisait sa plateforme médiatique pour manipuler l'opinion publique, interviewant des chefs de police et écrivant des articles sur les meurtres qu'il avait lui-même commis. À Los Angeles, il accompagnait les policiers dans les quartiers chauds à la recherche de victimes, séjournant au tristement célèbre Cecil Hotel. La police autrichienne a finalement établi un lien entre lui et les crimes, grâce à des preuves ADN et des témoignages. Après sa condamnation en 1994, Unterweger s'est pendu dans sa cellule en utilisant le même nœud que celui qu'il avait utilisé sur ses victimes. Unterweger et notre dernière histoire impliqua tous deux des journalistes meurtriers. Mais alors que l'un a utilisé sa tribune pour se moquer des autorités, notre dernier cas montre comment les articles détaillés d'un journaliste sont devenus les preuves qui l'ont dénoncé. Vlado Taneski, le journaliste meurtrier macédonien. Le cas de Vlado Taneski révèle comment un journaliste spécialisé dans les affaires criminelles respectées peut cacher les secrets les plus sombres. Né en 1952 à Kičevo, en Macédoine, Taneski a travaillé comme journaliste indépendant pendant plus de 20 ans, couvrant l'actualité locale pour des journaux tels que Nova Makedonija et Utrinski Vesnik. Ses collègues le décrivaient comme quelqu'un de calme, de gentil et de professionnel, ce qui rend ses crimes d'autant plus choquants. Entre 2003 et 2008, au moins 3 femmes âgées qui travaillaient comme femmes de ménage ont été assassinées à Kičevo. Les victimes, Mitra Simjanoska, 64 ans, Ljubika Likoska, 56 ans, et Zivana Temelkoska, 65 ans, présentaient des similitudes frappantes. Elles étaient pauvres, sans instruction, travaillaient comme femmes de ménage comme la mère de Taneski et auraient personnellement connu sa mère. C'est par ses propres écrits que Taneski a causé sa perte. Ces articles contenaient des détails saisissants et des informations privilégiées dont les autres journalistes ne disposaient pas. Par exemple, son article du 19 mai 2008 décrivait le cordon téléphonique utilisé pour étrangler Temelkoska, un détail que la police avait omis de mentionner. Le porte-parole de la police, Ivo Kotevski, a déclaré « Nous avons lu ces articles et cela nous a rendus méfiants. Il en savait trop. Une enquête de 4 mois a abouti à son arrestation le 20 juin 2008, lorsque l'ADN du sperme trouvé sur les victimes a été identifié comme étant celui de Taneski. Le 23 juin 2008, Taneski a été retrouvé mort dans sa cellule, la tête immergée dans un seau d'eau, dans ce que les autorités ont qualifié de suicide. Une note trouvée sous son oreiller aurait nié toute responsabilité dans les meurtres, mais l'affaire a choqué la Macédoine et mis en évidence la manière dont un traumatisme personnel peut se manifester par un comportement extrême masqué par une apparence normale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée choquante et palpitante, n'hésitez pas à découvrir d'autres vidéos similaires et étonnantes à l'écran. À bientôt dans la prochaine vidéo.